La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la suspension de ces pourparlers à Genève sur une éventuelle résolution du conflit syrien, des pourparlers qui reprendront le 25 février. Parallèlement, une conférence des donateurs a été organisée à Londres. Aujourd'hui, 10 milliards de dollars ont été recueillis. Maintenant, on va voir si ils vont verser l'argent, ces donateurs, parce que la dernière fois, ça n'a pas été le cas. Ils ont versé un tiers de la somme. Voilà, conférence donc des donateurs qui s'est tenue aujourd'hui à Londres. Et pendant ce temps, les petites phrases entre Américains, Russes et Turcs se sont poursuivies en coulisses. Nous avons de sérieuses raisons de soupçonner une préparation intensive de la Turquie pour une intervention militaire sur le territoire d'un État souverain, la Syrie. Quiconque empêche la circulation d'aide humanitaire à Madaya ou à Alep commet des crimes contre l'humanité. C'est le cas du régime aujourd'hui. À cause du siège à Madaya, les gens mangent de l'herbe quand ils ont la chance d'en trouver. Et ils n'ont pas d'eau à boire. On parle beaucoup des réfugiés hors de Syrie, mais eux sont chanceux. Au moins ils sont à l'abri en Turquie, en Jordanie, au Liban. Mais ceux qui sont en Syrie n'ont rien. Avant de parler des parrains de ce conflit, un mot quand même, mais très rapidement, Seyfeddine Izzoudi. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui justement de ces groupes islamistes qui sont fortement maintenant aujourd'hui implantés en Syrie? Vous dites qu'il y a une opposition laïque, elle existe? Oui, moi je dis qu'il y a une opposition laïque qui existe. Moi je pense que la majorité aussi du peuple syrien, c'est un peuple modéré et qu'il est là. En revanche, il est occulté parce que ce n'est de l'intérêt de personne de soutenir cette opposition laïque. Deuxièmement, lorsqu'on pose la question, je l'avais déjà dit, je le répète parce que je suis profondément convaincue qu'il n'y a pas ce dilemme à faire. Est-ce que c'est Assad ou Daesh? Pour moi, Assad et Daesh, ce sont les deux facettes d'une seule pièce. Lorsqu'il n'y aura pas d'Assad, Daesh disparaîtra. Il y aura d'autres problèmes. Je ne dirais pas que ce sera la grande démocratie au lendemain, mais il y aura des difficultés à régler. Pour l'instant, il y a effectivement une opposition, moi je trouve, laïque, mais qui est invisible, qui est mis au derrière-plan parce que ce n'est pas les Saoudiens n'ont pas intérêt à montrer cette opposition, la Turquie non plus, vous savez la politique de l'AKP, le Qatar non plus, donc la Russie a une opposition laïque à sa guise, elle comme ça l'arrange, donc a démontré l'opposition laïque, c'est celle à laquelle appartient Bassam Bitar qui est avec nous en direct de Genève, c'est cette opposition-là? C'est parrainé par les Russes? Oui, elle est parrainée par les Russes, mais c'est jusqu'à quel point c'est une opposition avec quels critères, s'approche de quelle majorité de l'opposition. Donc, toutes ces questions, il faut les résoudre. Compliqué. Vous savez, c'est trop compliqué. Allez, le problème, Bassam Bitar. ça fait 5 ans. Le conflit syrien est là, jour après jour, donc c'est une constante évolution et donc on ne peut pas toujours dire que la situation est la même, il faut s'adapter. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que l'opposition syrienne, effectivement la coalition syrienne, va dans les négociations sans préparation préalable. Et divisée. Bassam Bitar, le problème de ce conflit, est-ce que ce ne sont pas justement les parrains qui tirent les ficelles, où finalement tout le monde a son protecteur, le HCN, le Haut Comité des négociations, est protégé par l'Arabie Saoudite et vous, avec les Russes. Les Russes sont vos interlocuteurs. Oui, j'aime bien clarifier que nous, c'est une opposition syrienne, laïque, séculaire, à 100%. Oui, on a des bonnes relations avec les Russes. Bien entendu, on a des bonnes relations avec pas mal de pays. C'est ce que je n'ai pas compris, moi. Comment ça se fait la communauté internationale dit que nous, on n'est pas prêts et que Monsieur de Mistura lui-même, il a écarté, et la communauté internationale, ils ont écarté nos amis, les Kurdes, qui sont le premier combattant de Daesh. Et nous, tout simplement, on va combattre Daesh. On va combattre tout le monde, tous les étrangers combattants, tout ce qui est fanatique. Les Kurdes, ils sont séculaires, ils sont modérés, ils ne coupent pas les têtes des prisonniers. Il ne met pas les prisonniers dans les cages dans la ville de Kamishli ou d'Er el-Zor où il contrôle. Mais par contre, l'autre opposition, qui est soutenue par l'Arabie Saoudite, ils ont déjà mis les citoyens syriens dans les cages, dans les rues du Ghouta. Alors, nous, on est écartés.
on est les mains liées. Eux, ils ont toute la liberté. Même on cache les statuts pour eux, pour le faire plaisir. Et ils nous demandent où est-ce que vous êtes. Oui, on est là. Oui, on essaye de tout faire. Bassam Bitar, mais est-ce que vous reconnaissez tout de même, vous qui êtes proche quand même des Russes, que de lancer une offensive sur Alep alors que s'ouvrent des négociations à Genève, c'est faire capoter les négociations? C'est-à-dire, nous, côté politique, on aime bien avoir les négociations égaux exactement comme tout le monde. On n'est pas des gars militaires pour dire, voilà, on a demandé aux Russes d'intervenir à Alep ou non. Nous, tout ce qu'on souhaitons, de voir la Syrie libre et démocratique, peu importe par quel moyen. Oui, mais Sophia Amara, c'était pas de lutter contre Daesh, mais il y avait aussi la cause principale, c'est le régime qui est en place. Donc on ne peut pas se dire aujourd'hui, le rôle de l'opposition, c'est uniquement de combattre Daesh. Sophia Amara, un mot quand même sur le terrain, sur Alep. Le régime syrien aidé de la Russie, qui a fait visiblement de grosses avancées ces derniers jours, on peut le dire. Oui, tout à fait. Ses plus grosses avancées depuis 2012. Il est sur le point de reprendre les abords de la ville et surtout de couper les routes d'approvisionnement pour ce que justement on appelait tout à l'heure l'opposition modérée. Et donc c'est un problème pour cette opposition qui a lancé un appel au secours. D'abord pour mettre un terme à cette avancée et surtout leur permettre de poursuivre leur approvisionnement en armes qui sont de toute manière assez limitées. Le problème justement de cette avancée, c'est que cela a été une des raisons qui ont fait geler le processus déjà bien fragile des négociations entamées il y a une semaine à Genève. C'est à cause de cette avancée-là, parce que l'opposition a considéré qu'il était inadmissible de négocier tandis que les bombardements et que l'offensive terrestre des forces régulières syriennes se poursuivaient et même gagnaient en intensité. Georges Malbruno, je vous voyais un peu hocher de la tête lorsque Sophia Amara disait que c'était l'opposition justement modérée qui était à Alep et qui aujourd'hui était assiégée. La province d'Alep est principalement occupée par Daesh et par Nosra. Les deux villes, les deux villages chiites qui étaient assiégés depuis plus de 3 ans l'étaient en grande partie par le front al-Nosra, qui est un mouvement terroriste au regard de la communauté internationale. Donc, je crois qu'il faut aussi rappeler un certain nombre de choses. Effectivement, la ville d'Alep est en partie aux mains de l'armée libre. Oui, l'armée libre, oui, il y a bien sûr. L'armée libre, ça ne veut plus rien dire. C'est une coalition. Bien sûr. Oui, mais il y a plein de groupes, vous le savez. C'est pas ce que disaient les Syriens sur le terrain. C'est pas ce que disaient les Syriens sur le terrain que j'ai eu tout à l'heure à Alep. Mais il y a une multitude de groupes islamistes. C'est bien sûr Al-Qaïda. Oui, mais attendez, si je peux. Allez, Georges Malbruno termine. Donc, effectivement, l'opposition, les rebelles sont dans une position extrêmement difficile parce que c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est de couper les approvisionnements à partir de la Turquie. Et à partir aussi d'Alep, il y a les approvisionnements qui se faisaient avec la province d'Idleb. Mais on ne peut pas dire, effectivement, il y a une cartographie de la rébellion que j'ai publiée qui se trouve sur tous les sites, les groupes à Alep, il y a beaucoup de groupes islamistes d'ailleurs relativement modérés, qui sont d'ailleurs souvent liés à la Turquie, mais il y a quand même une part très importante qui relevait du front al-Nosra, qui est un groupe terroriste. Donc voilà, et les Russes, eux, comme ces groupes coopèrent ensemble, effectivement ça pose un problème, puisque les Russes disent, nous, tout groupe qui coopère avec Nosra dans l'armée de la conquête, cette fameuse coalition qui a conquise... Je ne sais pas si on peut voir la carte à nouveau. La province d'Idlib au printemps, effectivement, ça crée des problèmes parce qu'effectivement, les Russes visent al-Nosra, mais ils visent aussi les civils, ils visent des groupes modérés ou plus modérés salafistes qui menaçaient Bachar el-Assad. Et donc, on se retrouve avec une rébellion qui, là, va avoir de gros problèmes parce que si l'accès à la Turquie est coupé, et je pense que là, ce sera le prochain défi, Sergueï Lavrov l'a déjà dit, et je crois que le rouleau compresseur russe et syrien est en train de se mettre en marche. La prochaine étape, ça va être, on a bien vu, l'instauration d'un cessez-le-feu, qui est un piège pour les rebelles, et en même temps, je pense, la fermeture des frontières, qui est réclamée par le régime de Assad depuis longtemps et que les Russes vont vouloir appliquer. Or, s'il y a fermeture des frontières, effectivement, la rébellion là, est complètement asphyxiée. Il n'y aura pas de fermeture des frontières. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les parrains saoudiens, qatariens
et accessoirement turcs vont accepter de livrer des missiles solaires aux rebelles, parce que c'est de ça dont ils ont besoin. Ils sont aujourd'hui dans un déluge de bombes, et donc l'armée syrienne a changé de tactique dans la région de Latakia. Les missiles Tao qui étaient tirés contre les tanks sont plus opérants parce que l'armée syrienne, avec les Russes, le Hezbollah, a changé de tactique. Maintenant, ce sont des petites unités mobiles sur des motos, etc. Donc voilà, est-ce que là, ça va être le vrai défi? Et je pense que la réponse, semble-t-il, sera non, parce que là, c'est vraiment une ligne rouge qui serait franchie. Les Russes l'ont dit déjà aux Saoudiens, aux Turcs. Les Américains, ils sont hostiles, ils se souviennent de l'Afghanistan. Hein. Donc voilà, mais la rébellion va être en position très très difficile dans cette région d'Alep, qui est une région effectivement stratégique pour elle, parce que il y a la Turquie derrière. Il y a aussi les Kurdes qui aimeraient faire la jonction entre Kobané et puis Jarablos. Mais là, justement, il y a plus qu'un couloir entre la Turquie et Alep. Finalement, que le régime reprenne cette région peut permettre aussi aux Turcs d'être un peu rassurés, parce que le régime va dire si je suis là, ça n'est pas les Kurdes. Vous voyez, ça va être très compliqué. Ce qui est à souligner ici, effectivement, vous voyez, la concentration des forces de l'opposition, moi je ne me trouve pas dans une situation à l'aise et bien facile. Effectivement, je défends les revendications des Kurdes, mais si vous voyez, c'est toute la complexité et la contradiction de la situation syrienne. Effectivement, l'armée libre syrienne, je l'écarte, mais il y a les autres groupes, Al-Nusra, Ahrar al-Sham et tous ces groupes un peu radicaux ou qui coopèrent plus ou moins effectivement avec Al-Nusra, qui sont soutenus par la Turquie pour renforcer leur présence tout au long de la frontière et justement pour rompre l'avancée des groupes kurdes et pour qu'il y ait effectivement une séparation entre trois zones kurdes et qu'il n'y ait pas de continuité. Donc, dans ce pas de continuité territoriale, en fait, parce que c'est ce que craint la Turquie. Ce qu'elle craint, c'est en fait un État kurde avec une continuité territoriale, avec un État à cheval sur la Syrie. Si on peut revoir la carte, je suis désolée, mais pour qu'on comprenne bien, parce que c'est pas toujours facile, sur la Syrie et sur l'Irak. Ça, c'est la grosse crainte des Turcs. Alors moi, ce que je voudrais savoir, Sophia Amara... Je voudrais juste oui, mais je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Quand même, on ne peut pas s'empêcher de dire que la Russie, depuis qu'elle a commencé, elle concentre ses frappes sur les groupes de l'opposition syrienne, mais presque jamais sur Daesh. Donc, un tiers, ça oui, aussi, c'est pas assez. C'est pas normal. Oui, voilà. bien sûr. C'est ça qui n'est pas normal. Sophia Amara, quand même un mot sur la situation humanitaire sur le terrain. Aujourd'hui, il y avait une conférence des donateurs à Londres, 10 milliards de dollars. Alors j'ai envie de dire, c'est bien, tout le monde lance très généreusement de gros chiffres, hein, on peut tous le faire. Mais après, il faut payer. Là, ils ont toujours du mal à mettre la main au portefeuille. L'année dernière, on avait promis 8 milliards. C'est 3 milliards qui ont été versés. Et ils ont besoin de cet argent-là aujourd'hui, hein, les réfugiés syriens, les déplacés. Hein. Bien sûr, surtout ceux qui se trouvent dans les zones limitrophes. Et évidemment, c'est le chiffre de 10 milliards de dollars qui a été annoncé aujourd'hui. Comme vous le disiez en début d'émission, il faut là encore que la communauté ou que les pays donateurs tiennent parole. Mais cela ne suffit pas et cela n'atteint pas toujours les populations assiégées à l'intérieur du territoire syrien, qui sont celles qui souffrent le plus, contrairement à celles qui ont eu la chance de pouvoir passer la frontière et d'arriver en Turquie, au Liban, en Jordanie et ailleurs. Et donc, ça n'est évidemment pas suffisant. L'aide humanitaire, l'aide financière, c'est une chose. L'aide la plus importante aujourd'hui sur le terrain, celle qui fera la différence, c'est l'aide militaire dont parlait M. Malbruno tout à l'heure. Et effectivement, les missiles sol-air qui sont les plus réclamés par cette opposition modérée. Et il y a très, très peu de chances pour qu'elle l'obtienne. Il y a très peu de chances qu'elle obtienne parce qu'ils ont très peur, il faut le dire, hein, les Occidentaux, et bien que ces missiles solaires tombent entre de mauvaises mains. Finalement, ça a toujours été, si je puis dire, le dilemme finalement des Occidentaux depuis le départ. C'est on n'arme pas parce qu'on ne sait pas au final dans les mains de qui ces armes vont tomber. En fait, il y a le souvenir de l'Afghanistan, des autres guerres. Oui, et puis surtout parce qu'on sait, on n'a pas armé effectivement les rebelles modérés. Et le peu de fois où on l'a essayé, comme ces rebelles modérés sont affaiblis, eh bien dès que les
les armes rentrent, et dès qu'ils rentrent, ils se font attraper, ou même avant, ils vendent leurs armes parce qu'ils n'ont pas le moyen. Donc c'est vrai qu'effectivement, là, on est dans un cercle vicieux depuis très longtemps, et donc c'est ce qui explique ce rapport de force qui est largement en faveur maintenant du régime, parce qu'il est aidé par la Russie. Avant, le rapport, il y a 6 mois, là, on est dans, vous savez, en mars, avril, mai dernier, le régime vacillait, effectivement, dans la région de Latakié, la ville de Salmé qui a été reconquise, qui a 35 km en surplomb de Latakié, elle était tombée, et c'est pour ça que les Russes sont intervenus. Le régime était sur le point de tomber. En fait, et là, il reprend, donc en l'espace de 6 mois, on voit que le rapport de force est en train de changer. Il y a un rouleau compresseur parce qu'il y a des bombardements aériens russes extrêmement violents, parce qu'il y a une restructuration des forces armées, parce qu'il y a le Hezbollah, etc. Et donc, effectivement, on voit que l'armée a avancé à l'attaquer au sud, avec aussi, il faut le dire aussi, pardon, au sud, la Jordanie qui n'est pas forcément mécontente de voir les rebelles islamistes combattus. Hein. Je veux dire, on parle beaucoup voilà, mais l'offensive russe a un certain nombre de soutiens régionaux, soutiens tacites ou affirmés. Hein. Bassam Bitar, je voudrais qu'on revienne avant de conclure cette émission, justement sur l'aspect humanitaire, parce que finalement, on parle toujours de solutions politiques, on parle des parrains, on parle de géopolitique, mais on ne parle pas finalement de la souffrance de ces hommes, ces femmes, ces enfants. C'est quand même plus de 260 000 personnes qui sont mortes, et encore, ça c'est le chiffre officiel. Après, il y a les disparus, il y a ces réfugiés aussi. Est-ce que vous trouvez que les opinions publiques européennes sont à la hauteur et qu'elles se sentent concernées par cette guerre et par ces drames humains? Vous pensez que ces opinions publiques sont bien loin de cette misère? C'est-à-dire, voilà, je tiens à remercier tous les gouvernements qui ont participé aujourd'hui à Londres et qui ont donné de l'argent pour nourrir ce peuple. Mais moi, je souhaite bien de trouver les mêmes pays qui ont signé l'accord de Vienne ou les autres pays qui participent à nous trouver la paix dans notre pays. Ça sera plus intéressant. Bien sûr, ils ont besoin de manger, bien sûr, ils ont besoin de nourrir, des médicaments et de tout. Mais si on trouve la meilleure solution, c'est la paix. Pour trouver un pays séculaire, laïque, démocratique, il n'y aura pas de solution. Bien sûr, l'opinion publique, il est avec nous. L'opinion publique, ils font tout, mais c'est les gouvernements. Quand on voit que l'ONU, ils n'ont pas respecté l'accord de Vienne, ils n'ont pas impliqué l'accord de Vienne, alors qu'est-ce que vous attendez? Voilà, c'est simple comme tout. CV Aïdine Izzouli, et vous trouvez que les opinions publiques, vous vivez aujourd'hui en France, est-ce que vous trouvez, alors au-delà du gouvernement français, que l'opinion publique française est aux côtés des Syriens? Je trouve pas tellement, parce qu'on a tellement instrumentalisé la question des réfugiés, mais moi je trouve que vraiment, je regrette énormément, je trouve que c'est une honte pour la communauté internationale, cette situation humanitaire, au-delà de la question politique. Et je regrette énormément que la France, qui était à l'origine de l'émergence de la notion de devoir d'ingérence humanitaire, que ce soit pour la Rwanda, la Somalie ou pour le Kosovo, tout cela, on nous a fait, il y a eu une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 688 pour la situation au Kurdistan irakien en 1993, où on disait il ne peut, à partir du moment où il y a une situation humanitaire qui prend la dimension d'une catastrophe humanitaire, le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut pas permettre de perdurer une telle situation. Or, aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU lui-même dit qu'en Syrie, il y a 13,5 millions 13,5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide médicale d'urgence, et de ne pas pouvoir obtenir une résolution sur la base du chapitre 7 des Nations Unies pour permettre... Une intervention, ça. Hein. Non, pas une intervention. Moi, je dirais uniquement pour permettre à l'aide humanitaire, la nourriture et le médicament d'entrer de force à travers les frontières, dans les zones encerclées, dans les zones où on affame la population civile pour obtenir comme arme de guerre. Je trouve ça, c'est une honte, c'est un recul dans la manière de droit humanitaire, le droit de l'homme et
la communauté internationale, avec une telle situation, n'avancera jamais. Ça, c'était une grave erreur de ne pas remédier à la situation humanitaire en Syrie. Voilà, et à Madaya notamment, hein, on a beaucoup parlé de Madaya, et à Madaya, on meurt de faim. Hein. Il y a eu une 60aine de personnes qui sont mortes de faim. Voilà, la ville était assiégée et plus de nourriture n'entrait dans cette localité. Merci beaucoup, merci Bassam Bitar d'avoir été avec nous en direct de Genève. Merci beaucoup à vous, Sophia Amara, en direct de Beyrouth. Merci beaucoup, Georges Malbruno, et merci beaucoup, Sévé Eddine Izouli, pour ce débat consacré à la Syrie. Tout de suite, un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim, on commence tout de suite avec des images de Homs qui ont fait le tour des rédactions. Alors c'est vrai que ces images, on les a largement diffusées sur beaucoup de sites internet, notamment ce site qu'on découvre ensemble, celui de Vox, qui montre l'ampleur des dégâts, de la dévastation. Des images tournées depuis un drone qui a atterri entre les mains d'un journaliste russe qui a diffusé ces images et qui les a évidemment partagées, relayées. Tous les médias les ont reprises. Un champ de ruines, des rues vides, des immeubles détruits. Des images donc qui ont été enregistrées en ce début d'année et qui sont aussi en ligne sur YouTube. 50 guerres, l'apparition de l'organisation État islamique, des bombardements. La quasi-totalité des habitants ont fui la ville, 900 000 habitants, pardon. Donc c'est révélateur de ce qui se passe en Syrie. Alors c'est Homs, mais d'autres villes ont connu le même sort. Évidemment, dans les médias, on parle beaucoup de ce processus de paix. Le site de l'Obs s'arrête un instant sur le fait que du côté de la Syrie, on continue de bombarder, d'avancer. Évidemment, pour beaucoup d'observateurs, la responsabilité de cet échec, en tout cas, on ne peut pas encore parler d'échec, mais en tout cas, le fait que ça s'enlise, c'est de la faute des Russes et des Syriens, en tout cas du gouvernement syrien. C'est le point de vue développé dans cet article de l'Obs. Il y a quelques jours, Le Monde publiait un article qui reste d'actualité, un processus en trompe-l'œil avec un avertissement écrit en gros dans cet article. Si les parrains du processus de paix veulent éviter un nouvel échec, il va falloir s'occuper un peu plus de paix et un peu moins de processus. Et puis il y a aussi cette situation qui est tendue entre la Russie et la Turquie, qui est largement évoquée dans les médias aujourd'hui, notamment sur le site du Parisien. Les Russes qui accusent les Turcs de préparer une intervention militaire. Et puis sur le site Vous y croyez, Georges Malbruno, pardonnez-moi, Karim, justement, très rapidement, sur une intervention militaire de la Turquie? Non, mais il y a une vigilance turque très importante parce qu'effectivement, comme sur cette zone qu'on voyait tout à l'heure entre Kobane et Jarablus, là, qui est convoitée à la fois par les Kurdes et qui aujourd'hui risque de repasser entre les mains du régime. Et donc là, si vous voulez, les Turcs sont extrêmement sourcilleux parce qu'ils ne veulent pas avoir les Kurdes sur cette frontière et ils veulent pouvoir garder justement un canal, un conduit qui leur permet d'approvisionner leurs alliés rebelles. Donc, je crois qu'il faut être quand même très vigilant. Il intervient juste s'il y a des peurs de l'avancée des Kurdes et pour protéger les Turkmènes, mais pas pour protéger les Syriens, ça c'est clair. On se souvient de ces images de l'armée turque qui n'avait pas bougé alors qu'on voyait des combats à Kobane. Juste à Kobane, à côté. À 30 km de la frontière. Exactement. On enchaîne sur un On va parler, oui, pardonnez-moi, j'étais restée sur la Syrie. On va parler de Nicolas Sarkozy. Apparemment, personne ne veut débattre avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Nicolas Sarkozy devait marquer son grand retour sur une émission qui s'appelle Des paroles et des actes. Une émission où il espérait affronter au moins un ministre. C'est la demande qu'il avait faite à la rédaction de France 2. Alors certains ont été approchés, notamment Emmanuel Macron. On a vu aussi que France 2 a tenté de convaincre Ségolène Royal, dont on parle beaucoup puisqu'elle pourrait prendre la place de Laurent Fabius. Et finalement, on s'est rabattu sur Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et même lui s'est désisté. Alors d'après un certain nombre de médias, notamment Libération, c'est François Hollande qui a interdit
à ses ministres de débattre avec Nicolas Sarkozy. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ça suscite pas mal de réactions. Sur le compte Twitter de Valeurs Actuelles, on accuse finalement le gouvernement d'être lâche. En des termes beaucoup moins sympathiques, Pierre Charon dit à peu près la même chose. Moi, président, je ne pensais pas être entouré de couilles molles qui refusent le débat avec Nicolas Sarkozy. Sur le compte Twitter de Marianne, on imagine déjà que ce soir, la star de cette émission, ça sera la chaise vide en face de Nicolas Sarkozy. Évidemment, on se demande si c'est une bonne stratégie de la part de l'exécutif. En tout cas, c'est la question que pose Yves-Marie Cahn. On essaye de faire de cet événement un non-événement, mais évidemment, on va être accusé de ne pas être très courageux. Merci beaucoup, merci Karim. On vous retrouve à 20h45. Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat consacré ce soir à la Syrie. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Tout de suite, le journal sur France 24 et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée.